Eh bien, re-salut, cher étudiant, bienvenue dans le quiz. C'est bien d'être arrivé ici. Ça veut dire que tu as déjà beaucoup travaillé, il y a encore des choses à faire, mais voilà, on avance, on avance. Alors ici, il va s'agir de répondre aux questions suivantes, par vrai, V ou faux, F, ou je ne sais pas, N. Dans tous les cas, une seule réponse sera bonne, comme d'habitude. Alors, comme d'habitude aussi, une bonne réponse c'est plus 1. Une mauvaise c'est moins 1. Un je ne sais pas 0. Donc il vaut mieux ne répondre qu'à coup sûr, à coup certain, pour avoir le maximum de points. Ok, c'est parti. Alors, l'expression de la deuxième loi de Newton, c'est dérivée de P par rapport à T est égale à la somme des forces extérieures. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas? Bon, j'espère que tu le sais ça. Question 2. Si l'accélération A est centrifuge et de valeur constante, alors le mouvement associé est circulaire et uniforme. V, F ou N. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est centrifuge, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, centri, c'est centre, et fuge, ça vient de fugere en latin, qui veut dire fouillir. Donc c'est fuir le centre, d'accord? Voilà, ça veut dire ça, centrifuge, c'est fuir le centre. Donc se déplacer du côté a priori, vouloir fuir le centre du cercle, vouloir se déplacer loin du centre du cercle. Bon, là j'ai donné beaucoup de réponses, hein, et je te dis un cercle parce qu'on parle d'un mouvement circulaire. Alors, question 3. Le rapport de la période de révolution T sur le demi-grand axe A est constant pour tous les satellites autour d'une même planète. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas. Question 4. La quantité de mouvement d'un système isolé est constante au cours du mouvement. V, F ou N? Enfin, question 5. Le travail d'une force conservative est égal à la variation d'énergie potentielle dont elle dérive. Bon, ben c'est à toi de répondre. V, F ou N? Ok, tu as toutes tes réponses, j'imagine, bien notées à côté de toi, là, sur ta feuille de papier. Donc, tu as terminé? Tu es sûr, certain de toi? C'est bon? Allez, on corrige alors. Hop. Donc, la réponse à la question 1, c'est vrai. Ça, c'est bien la relation fondamentale de la dynamique. La 2, c'est faux. C'est faux, on y reviendra. La 3, c'est faux. C'est faux également, on y reviendra aussi. La 4, c'est vrai. Et la 5, c'est faux. Voilà, donc tu sais ce qui est vrai ou faux. Donc sur ta feuille, tu avais noté tes réponses, ben, tu peux maintenant corriger. Donc en tenant compte des règles qui sont là, sans tricher, hein, faut bien répondre, hein. Tu comptes tes points. Si tu as moins de 3 sur 5, eh ben, tu sais, hein, tu le sais maintenant. Il faut aller revoir les bases, a priori, pour bien faire les exercices qui suivent. Sinon, si tu as 3 sur 5 ou plus, eh bien, nous allons corriger ensemble les exercices et passer aux méthodes. Alors, la question 1, c'est vrai. Ben oui, ça c'est la relation fondamentale de la dynamique, et c'est même la forme la plus générale. Donc si on reprend ça, ce que ça dit, si je le mets dans l'autre sens, c'est donc que la somme des forces extérieures qui agissent sur un objet est égale à la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps. D'accord? Et on sait que la quantité de mouvement, ça a été défini comme la masse d'un objet fois sa vitesse. Ça veut dire qu'en appliquant ici la dérivée de ça par rapport au temps, comme je l'ai dit dans le rappel, c'est la dérivée d'un produit. C'est la dérivée de m fois v par rapport au temps. Eh bien, donc, comme c'est la dérivée d'un produit, on va faire comme en mathématiques, où on avait que la dérivée de u fois v, c'était la dérivée de u fois v plus u fois la dérivée de v. Mais ici, c'est la même chose, sauf qu'on dérive par rapport au temps. Donc, on va avoir la dérivée de m par rapport à t fois v, plus m fois la dérivée de v par rapport à t. Voilà. Donc, c'est la forme générale. Alors, pourquoi c'est la forme générale? Parce qu'elle tient compte ici d'une variation de masse de l'objet. Et j'ai dit que s'il n'y avait pas de variation de masse, eh bien la dérivée de la masse par rapport au temps, si ça ne varie pas, d'accord,
Si ça ne varie pas, ça veut dire que m est constante. La dérivée d'une constante, tu sais que c'est 0. Donc ça va tomber. Ça va faire 0 s'il n'y a pas de variation de masse. Et donc on se retrouve avec ce terme-là. Mais la dérivée de v par rapport à t, par définition, c'est l'accélération. Et donc on se retrouve avec m fois a. Donc dans le cas d'un objet dont la masse ne varie pas, la variation de la quantité de mouvement au cours du temps, c'est la masse fois l'accélération. Et donc on retrouve la forme simplifiée de la relation fondamentale de la dynamique qui dit que la somme des forces extérieures est égale à m fois a. Si la masse ne change pas au cours du temps. Ok? Donc oui, c'était vrai. Et c'était la relation fondamentale de la dynamique la plus générale. Voilà, voilà. Alors la question 2, la réponse c'est faux. Pourquoi c'est faux? Donc si l'accélération 1 est centrifuge et de valeur constante, le mouvement associé est circulaire et uniforme. Ah, mais le problème c'est qu'on a dit centrifuge. D'accord? Centrifuge et de valeur constante, le mouvement associé est circulaire et uniforme. Donc pour nous avoir un mouvement circulaire et uniforme, voilà le cercle, voilà le centre du cercle. Pour avoir un mouvement circulaire uniforme, ça veut dire ici, je vais avoir un objet avec une vitesse v dont la grandeur ne va pas changer au cours du temps lorsque le mobile, là, décrit sa trajectoire autour du centre. Donc j'aurai une vitesse v1 à un certain moment, une vitesse v2 à un autre moment. La grandeur du vecteur vitesse ne change pas, seule sa direction change. D'accord? C'est ça un mouvement circulaire uniforme. Je fais un mouvement circulaire, mais il est uniforme parce que la grandeur de la vitesse ne change pas. Eh bien, pour forcer cet objet à rester sur le cercle, il faut ici une accélération. Rappelle-toi, dans le repère de Freinet, on a parlé d'une accélération et d'une force qui allait vers le centre. D'accord? C'était l'accélération normale. Mais c'est une accélération à n, c'est ce qu'on appelle centripète. Du latin petere qui veut dire demander, demander le centre, c'est-à-dire qui va vers le centre. Une accélération centrifuge, ce serait quelque chose qui va vers l'extérieur. Et si l'accélération allait vers l'extérieur, eh bien il y aurait une force qui pousserait ici le mobile vers l'extérieur et donc il partirait comme ça. Et il ne ferait pas un cercle comme ceci, autour du centre, il aurait une force qui l'éloignerait de ce centre. D'accord? Et donc c'est pour ça que c'est faux. C'était pas centrifuge, c'est centripète. C'est pour ça que je t'ai précisé un peu la signification du mot centrifuge. Centrifugere, qui fouille le centre, donc qui s'en va dans l'autre direction par rapport au centre. Et donc ça, s'il y en a ça, c'est sûr que ça va pas faire un cercle autour du centre. Alors, dans la 3, on dit le rapport de la période de révolution sur le demi-grand axe A est constant pour tous les satellites autour d'une même planète. Mais non, c'est faux. C'est faux. On a vu dans les rappels, ce n'est pas T sur A qui est égal à une constante. D'accord? C'est pas ça. Ce qui est égal à une constante, c'est T carré sur A cube. T carré sur A cube, c'est une constante qui dépend juste de la masse, de la constante d'attraction gravitationnelle et du rayon de l'astre attracteur. D'accord? Donc dans ce cas-ci, T carré sur A cube, c'est constant. Donc c'est pas T sur A, c'est le carré de la période de révolution divisé par le cube du demi-grand axe qui est une constante. Voilà. Alors, la quantité de mouvement d'un système isolé est constante au cours du temps. Au cours du mouvement, pardon. Bon, ça veut dire au cours du temps également. Hein. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi c'est vrai? Ben, regardez ici. D'accord? Si on a un système isolé, la somme des forces extérieures est égale à 0. Les forces se compensent, d'accord? Ou bien il n'y avait pas de force qui agissait sur l'objet. Ok? Ça dépend si on parle d'isolé ou de pseudo-isolé. Bref, la somme des forces extérieures est égale à 0. Donc j'ai une dérivée par rapport au temps qui est nulle. Si j'ai une dérivée nulle, c'est que la quantité au départ était constante. C'est la dérivée d'une constante qui est nulle. Donc ça voulait dire que P, la quantité de mouvement, était constante. Et donc effectivement, si j'ai un système isolé pour lequel la somme des forces extérieures est égale à 0, la quantité de mouvement doit être constante, de sorte que sa dérivée par rapport au temps, c'est 0. Donc c'est vrai.
Enfin, question 5. Le travail d'une force conservative est égal à la variation de l'énergie potentielle dont elle dérive. Eh bien non. Là, ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce qu'on a vu que le travail d'une force conservative, c'est non pas égal à la variation de l'énergie potentielle dont elle dérive, mais à l'opposé. D'accord? C'est l'opposé de l'énergie, de la variation de l'énergie potentielle. Donc il y avait un problème de signe là, et c'est pour ça que c'est faux. Voilà. Retournez voir dans le rappel si vous vous souvenez plus. Vous verrez qu'il y avait un moins là-bas. Donc c'est pas l'est égal à, c'est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. Voilà, voilà. Ben écoutez, ça termine le quiz. Bon, j'espère que c'était très clair pour vous et que vous avez fait vos 3 sur 5, donc c'est normalement oui puisque vous m'avez écouté le corriger. Et puis je vous attends alors pour la prochaine partie. Ce sera les méthodes, où je vous explique comment on résout des exercices pas à pas. À bientôt!